Bonjour à tous et un grand merci à Nathalie et à son équipe qui a organisé bien sûr ce petit déjeuner de 20 mai. J'ai une bonne nouvelle, nous sommes bien en France, nous avons un quart d'heure de retard. Donc, culturellement, là on est complètement dans les clous. Donc on a le plaisir effectivement d'accueillir aujourd'hui un voisin, Philippe Pierre. Philippe, il est professeur à l'université Paris-Dauphine. Il est co-directeur du master de management interculturel. Donc il va nous parler du sujet de main de maître. Et il est encadré par Sapna. Sapna, elle a travaillé plusieurs années chez L'Oréal et aujourd'hui chez Sodexo. Elle a vécu une longue partie de sa vie en Inde, puis quelques années en Afrique, au UK, et elle est maintenant depuis une quinzaine d'années en France, donc elle connaît bien le sujet interculturel. Et à titre plus personnel, elle est mariée avec un Norvégien, c'est vous dire qu'elle connaît bien le sujet. Bertrand Froli, donc lui il a une longue carrière chez L'Oréal, il a été patron de zone, patron de pays, il connaît très bien l'Amérique du Nord, puisqu'il a travaillé et étudié aux États-Unis et au Canada. Il a vécu de très nombreuses années en Scandinavie, les 3 pays de Scandinave, la Norvège d'abord, puis le Danemark et enfin la Suède. Et c'est un fin connaisseur de l'Asie du Sud-Est, puisqu'il a été pendant 5 années un pigeon voyageur sur cette île. Donc je vais céder dans un premier temps la parole à Philippe qui va... Je suis marié à une Alsacienne. Et il est marié à une Alsacienne. Culturellement parlant. Comme sur Madame Froli, comme son nom l'indique. Donc je cède la parole à Philippe. Philippe. Merci beaucoup Didier, merci Nathalie, merci Didier. Je suis très content d'être avec vous, partager autour de ce thème qui me passionne depuis 20 ans, donc le management interculturel. Moi, quand j'étais chez L'Oréal, j'avais eu la chance de faire une thèse en même temps que j'étais praticien RH. J'avais fait une thèse sur l'intégration des cadres mobiles à l'international. Et quand je mesure ici la richesse de la salle, eh bien, je me dis que j'ai eu raison de choisir ce sujet. Comment on réussit à s'intégrer à l'international et quelles sont les ressources dans l'action que l'on peut mobiliser. Alors depuis, donc ça c'est des questions d'expatriation, d'impatriation aussi. Est-ce qu'on est toujours sûr de bien intégrer les personnes que l'on qualifie d'internationales quand on commence nos réunions en anglais, puis quand ça chauffe, on passe au français? Ça c'est quelque chose qui touche à la culture, qui touche à l'identité. Et puis aussi, alors, un sujet de profonde actualité, une jeune femme chinoise qui travaille pour la filiale américaine d'un groupe français. Comment elle articule et comment elle bricole, culture d'origine, et on va mettre des S à tout ça, que tu évoquais juste à l'instant, ton épouse alsacienne. Donc on va mettre des S à tout ça, au niveau de la région, au niveau de la nation. Culture d'origine, culture du pays d'accueil, et puis culture d'entreprise au pluriel. Et donc là, vous avez 3 temps déjà de la mobilité. Le temps des expatriés, le temps des impatriés, ressources locales qu'on identifie, et puis ceux que j'appelle des cadres internationaux, qui vont essayer de bricoler leurs appartenances et leurs affiliations. Dans ce master, on s'intéresse beaucoup aussi au rapprochement. Et donc ça, dans les métiers du conseil, c'est des choses sur lesquelles on est beaucoup appelé. Pourquoi des années plus tard, alors qu'a priori la fusion ou l'alliance est faite, on continue de s'appeler les ex-deux? C'est forcément que ça touche aux appartenances, aux identités, et donc on s'intéresse à ces questions du temps long des ressources humaines. Et puis une autre chose aussi, moi c'est quelque chose, vraiment j'y suis très attaché, on se pose la question des équipes déspatialisées. Parce que là, on a la grande chance de partager la ligne du regard et d'être en interaction physique. Mais dans notre quotidien, on est de plus en plus à vouloir créer de la confiance avec des partenaires à distance. Dans le management interculturel, souvent, on trace les différences. Mais moi, ce qui m'intéresse avec mes collègues, c'est d'essayer de nous interroger sur le socle culturel commun. Dans une approche monoculturelle, en fait, j'assimile. C'est-à-dire, je veux absolument que l'autre en face ressemble à la personne que je suis ou au modèle que je porte. Alors ça serait le rapport entre un siège et une filiale. Mais je pense aussi que c'est le rapport, dans l'histoire de France notamment, entre Paris et la province. Moi, on continue de me dire qu'on appelait ça les régions. Mais moi qui suis parisien, je continue d'appeler ça la province. Et donc ça peut créer une distance par rapport aux autres. Et donc le verbe assimiler, il est fort. Hein. Je te transforme en chose, mais la chose c'est moi. Je te fais sortir de ton ignorance, toi, le jeune étudiant qui doit beaucoup apprendre. Je vous apporte la fée électricité, vous les pays en fait dans lesquels je m'implante. Ça c'est une première perspective. En fait on regarde toujours le monde à partir de la trace de nos aïeux, c'est-à-dire qu'on est toujours le produit de sa socialisation et de son éducation, de son passé. Peut-être même d'ailleurs que pour donner à l'autre, il faut en avoir la mémoire. Alors ça c'est une première posture. Je vous propose d'appeler ça l'approche monoculturelle. Il y a des gens qui peuvent
afficher l'interculturel, mais dans leur pratique concrète, ils restent très monoculturels. On va en parler avec plaisir. L'interculturel, c'est réussir à se casser les os de la tête. Se casser les os de la tête. C'est-à-dire s'obliger à revenir sur ce qui nous a fait et nos certitudes. Deuxième approche, on s'aperçoit bien que quand on anime une réunion dans une autre langue, quand on vit avec quelqu'un d'une autre origine, il y a des différences, mais la différence inquiète un peu. Alors, la deuxième approche, je vous propose de l'appeler multiculturelle. On vit côte à côte, et je ne suis pas certain qu'on se connaisse vraiment. Alors, ça me rappelle quelques souvenirs. Au premier étage, le merchandising, au deuxième étage, le marketing, et au troisième étage, le commercial. On peut créer de la valeur en fonctionnant comme ça, hein, mais on ne se connaît pas en nos différences. Et moi, je vous propose tout de suite ça. Il n'y a pas d'acte de transformation. Au contact de l'autre, on n'est pas amené à réfléchir à ce qui fait notre existence et ce qui fait nos choix. Donc c'est une deuxième approche, l'approche multiculturelle. Elle a sa force, hein, mais on vit côte à côte. Du coup, les verbes d'action que je propose, ça serait coexister ou cohabiter. Troisième perspective, le mot fort, je crois, c'est reconnaissance. La troisième perspective, c'est la perspective de l'interculturel. L'interculturel, pour moi, c'est plus que tolérer. C'est vouloir consciemment se transformer au contact de quelqu'un d'étrange. Et peut-être même découvrir en soi l'étrangeté. À un moment donné, on ne se comprend plus et on a parfois plaisir à ne plus se comprendre. On est immergé dans un pays étranger et puis on veut faire de l'humour en réunion et ça passe pas. On est absolument convaincu de vouloir faire comprendre à l'autre la notion de cadre en management, mais on s'aperçoit que ça n'a pas de signification là où on travaille. Et donc c'est vraiment l'idée d'étrangeté, et puis peut-être même de dépasser en fait une forme de peur aussi, l'interculturel. Moi, ça me fera très plaisir de partager ça dans quelques minutes avec vous. Je pense qu'il ne faut pas écarter de tout processus de transformation l'idée de maîtrise et l'idée de dépassement d'un certain nombre d'incertitudes et de peurs. Donc troisième approche, l'approche du management interculturel, ça serait une approche de la reconnaissance. Et j'emprunte les mots d'un grand, enfin, une des plus grandes figures intellectuelles françaises, Claude Lévi-Strauss. J'ai toujours en tête cette phrase, je vous la propose. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir à la raison des autres. Et pour moi, le management interculturel, quand je suis pour une entreprise des travaux publics à Cuba et qu'on réfléchit avec eux à l'implantation de leurs équipes pour la construction d'un pont et d'un ensemble ferroviaire, quand je suis en Russie, quand je suis là juste en Guadeloupe, je reviens et je repars, c'est cette idée en fait de l'art du questionnement. Par rapport au temps, par rapport à l'espace physique, qui est toujours un espace symbolique, par rapport à l'autorité, quelles sont les catégories de l'autre et quelles sont ses bonnes raisons d'agir. Ça, la sociologie m'a beaucoup amené à m'interroger sur les bonnes raisons d'agir de l'autre. Et ces bonnes raisons ne sont pas les miennes. Et ça, du coup, ça nous amène à une perspective interculturelle. Tout de suite, je vous propose en fait de partager sur 3 modèles d'organisation différents. Si vous donnez ce stylo à quelqu'un, vous lui dites « dessine-moi l'entreprise, dessine-moi L'Oréal, dessine-moi l'entreprise dans laquelle tu travailles ». Premier modèle d'organisation, modèle de la loyauté. La personne prend votre stylo, puis elle fait spontanément une pyramide, et elle vous dit « chez nous, il y a 3 types de personnes ». Ah bon? Oui, il y a 3 types de personnes. Et elle commence par vous dire « il y a des cadres ». Alors là, en général, on n'est pas loin de la France. Et elle précise, il y en a 2 types. Il y a des cadres dirigeants. Alors ceux-là, en général, ils sont en état de lévitation. Ils tutoient les étoiles. Ils sont spatialement identifiés quelque part dans le siège. Oui, il y a un siège aussi, ça. Mes étudiants à Dauphine ou à l'ESSEC, à qui je parle des modèles d'organisation, me disent « mais Philippe, il y a encore des sièges ?» Il y a encore des sièges, oui. Et on ne rentre pas directement dans leur bureau s'ils sont hors cadre. Dans ce modèle, vous l'avez compris, et je vais forcer le trait, on est toujours au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est fort. C'est un modèle dans lequel on est toujours au-dessus ou en dessous. Première caractéristique. Alors, il y a les cadres dirigeants, puis souvent je m'amuse, il y a aussi juste en dessous des cadres opérationnels. Sous-entendu, les dirigeants le sont moins, et les cadres opérationnels sont juste à l'étage d'en dessous.
Puis après, vous avez les employés techniciens agents de maîtrise. Puis si vous êtes dans une usine, ça va s'appeler, quand j'ai commencé chez Garnier à Rambouillet, ça s'appelait les ouvriers, et on les appelait les agents de conditionnement ou de fabrication, et puis les opératrices. Alors ça, caractéristique du modèle, la tripartition. C'est un modèle en fait dans lequel on découpe la société en trois sans même s'en apercevoir. Autre caractéristique du modèle, si vous rentrez dans l'organisation qui vous emploie, vous avez de la chance. J'ai des souvenirs chez L'Oréal, on va en parler un petit peu. Je pesais vraiment la chance que j'avais d'appartenir à cette belle institution. Et à l'époque, tenez-vous bien, j'ai même pas discuté mon salaire. Parce que quand on a la chance de travailler dans ce type d'organisation, c'est un tel honneur qu'il n'est pas nécessaire de contractualiser les termes de la relation. Ça, je vais y revenir aussi beaucoup. Puis alors, autre chose aussi, j'avais signé un CDI. Ce faisant, comme je marchais sur les traces de mes aïeux, je faisais plaisir à mes parents. C'est un modèle dans lequel vous échangez de la sécurité de destin contre une très forte implication. Je suis passé dans les équipes marketing, j'ai entendu « on couche avec ses produits ». On couche avec ses produits. On échange de la sécurité de destin contre une très forte implication. Pour le dire autrement, au centre de sa vie, il y a le travail. C'est-à-dire que toute votre existence, elle est fondée sur le fait que vous soyez valorisé à partir d'une identité professionnelle. Au centre de votre vie, il y a le boulot. Si vous perdez le boulot, vous perdez tout. Et alors on voit bien comment ce modèle est rattaché, je vous propose cette idée, à l'histoire de France. Le siège est très fort. Le siège, d'abord, c'est le lieu où habitent les dirigeants, c'est la première chose. Et le siège fait deux choses. Il contrôle les résultats produits et il vous dit comment faire. C'est-à-dire que dans ce type d'organisation, vous avez un très fort reporting. Les gens me disent, on passe notre vie à rendre compte sur ce que l'on fait. On a de moins en moins de temps pour agir, mais de plus en plus de gens à qui on doit expliquer ce qu'on fait. Votre espace temporel se contracte et votre espace social se dilate. Ça serait la formule de ce type d'organisation. Mais c'est un modèle dans lequel on ne parle jamais d'argent. Alors là aussi, ça me rappelle mes jeunes années chez L'Oréal, parce qu'il m'arrivait d'avoir peur de contractualiser une rémunération. Dans ce modèle, si tu veux une augmentation, tu vas voir ton chef, tu lui demandes une augmentation et ton chef te répond « T'inquiète pas, ça viendra ». C'est-à-dire que c'est un modèle de la vocation. On est plus que ce que nous faisons. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Ça, c'est un peu les Nations Unies de la beauté. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Il y a quelque chose, en fait, qui est de l'ordre du mérite, de l'effort, de l'abnégation, du dépassement de soi. À l'international, les qualificatifs qui sont ceux qu'on donne aux Français, souvent, c'est cultivé, amateur de vin, de bonne chair, de parfum, puis très tôt, très vite, arrogant. C'est-à-dire que dans l'histoire de France et dans le modèle de la loyauté, il y a l'idée qu'on est porteur d'universel. Nous énonçons des critères intemporels du bien, du beau, du vrai. Et quand je travaillais 13 ans chez L'Oréal, j'étais assez impressionné par cette conception-là, universaliste, méritocratique et, je l'espère, républicaine. Alors ça, c'est le premier modèle, le modèle de la loyauté. Diribarne le renvoie en fait au modèle du père, avec un E. Souvent, ce sont des hommes qui dirigent ces organisations-là. Et les femmes accompagnent. Elles accompagnent les quelques mobilités des dirigeants. Mais ce sont les hommes qui dirigent. Et puis ces hommes sont en général là depuis très 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 longtemps dans l'organisation. Pour certains d'entre eux, ils n'ont même jamais travaillé ailleurs. Mais c'est une entreprise qui peut se mondialiser. Alors ça, c'est le premier modèle. Modèle de la loyauté. Philippe Diribarne, dans son livre, le livre s'appelle « La logique de l'honneur ». C'est un ouvrage magnifique. Il nous dit c'est certainement quelque chose qui est en lien avec l'histoire des pays latins. Deuxième modèle d'organisation, et je suis absolument certain que dans les organisations qui sont les vôtres, les trois modèles coexistent. Deuxième modèle d'organisation, tu donnes le stylo à quelqu'un, tu lui dis « dessine-moi l'entreprise ». La personne prend le stylo et te dit « non, moi je ne vais pas te dessiner une organisation car je n'ai pas confiance ». Et la personne ajoute « les organisations n'ont pas de mémoire ». Ah bon? Non, non, je ne vais pas te dessiner ça. Moi, je vais te dessiner ma carrière, c'est tout à fait différent. Alors là, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais DRH opérationnel, un jeune qui rentre dans mon bureau pour Cacharel et qui s'assoit, et à qui je demande si tout se passe bien. Et au bout de 10 minutes d'entretien, il me pose 3 questions qui vont nous faire rentrer dans le deuxième modèle. La première question, c'est « Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ?» En marketing, il venait pour Cacharel, jeune cadre, que j'avais identifié à l'ESSEC. « Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours ?» L'interculturel, c'est se questionner sur ce qui est pour nous évident.
Dans le premier modèle, vous avez le présentéisme, peut-être, comme valeur forte. Il faut être dans le viseur du chef. Pour réussir, il faut être sous le regard du chef. Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours? Je vous laisse imaginer, pour moi, la surprise. Mais lui, évidemment, il était en avance sur son temps, et d'ailleurs, il a fait de belles choses chez L'Oréal. Il était dans le télétravail. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'était il y a près de 15 ans, la prescription. Deuxième question que ce jeune m'a posée, monsieur, est-ce qu'on s'amuse à L'Oréal? Alors là, Didier, je t'assure que je ne suis pas tombé de ma chaise, mais moi j'étais dans l'abnégation, l'effort, et il était évident que je n'étais pas là pour m'amuser. Et il me demande, monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez L'Oréal? Alors je me souviens lui avoir répondu, parce qu'on est toujours en lien avec, c'est Thomas, son prénom, on est toujours en lien. Je lui avais dit, vous savez Thomas, comment s'appelle la plus grande salle de réunion chez nous? Tout le monde y est passé. Et ça s'appelait, vous vous souvenez, la salle de confrontation. Mais dans ma perspective culturelle, c'était induction, déduction, dépassement, le plan en 3 parties qu'on m'avait sagement fait connaître à Sciences Po. C'est-à-dire, c'est l'idée de dépassement des antagonismes. Alors il m'avait regardé et ça, pour lui, c'était pas forcément extraordinaire en termes d'attractivité. Troisième chose, il m'avait laissé comprendre qu'il n'était pas chez nous pour 30 ans, il était chez nous pour 4 à 5 ans. Ça, c'est le deuxième modèle. Le deuxième modèle, je vous propose de l'appeler le modèle de l'employabilité. La personne, elle rentre dans ton organisation et elle se dit « je n'y reste que si je continue d'apprendre ». Et je pense qu'on est vraiment en phase, en ce moment, avec ces transformations. Alors, Philippe Diribarne, dans son ouvrage « La logique de l'honneur », le rattache aux univers anglo-saxons, et il dit, si dans le premier modèle, on est plutôt tourné vers le catholicisme social en arrière-fond, l'argent est quelque chose dont il ne faut pas parler, l'argent est sale, l'argent corrompt, vous vous souvenez de la sentence d'un de nos présidents de la République, premier modèle. Dans le deuxième modèle, on doit parler d'argent, et il est tout à fait noble de pouvoir faire carrière, réussir et parler d'argent. Alors Diribarne nous dit, le deuxième modèle, c'est le modèle du contrat. Alors ça, vous devez l'observer dans vos organisations, on signe des contrats avec tout le monde et n'importe quand. On signe des contrats de soi à soi, on signe des contrats avec les autres services. C'est un modèle, en fait, dans lequel on signe un contrat, et Diribarne ajoute, sous le regard de Dieu. Et sur les billets de banque américains, vous avez une God We Trust, ce qu'on n'a pas encore sur les euros. C'est-à-dire que vous avez cette perspective que Diribarne renvoie au protestantisme, et par exemple à la figure de Max Weber, sociologue allemand, qui a œuvré aux États-Unis. Alors, dans le premier modèle, c'est le chef qui fait votre carrière. Dans le deuxième, c'est le manager. Et le manager est porteur de sens. Troisième modèle d'organisation, c'est celui que on va appeler ensemble la communauté de métier. Je pense que ça touche les sociétés du SI, les cabinets d'avocats, les cabinets d'architecture, des grands clubs de sport, le Cirque du Soleil. Dans le premier modèle, c'est le chef qui fait notre carrière. Dans le deuxième, ce sont les chasseurs de tête et notre résistance corporelle pour entreprendre. Dans le troisième modèle, c'est le réseau. Le mot fort, c'est le réseau. Je suis identifié comme quelqu'un d'intéressant et de talentueux dans un réseau qui me confère de la grandeur. Alors, pour donner une image, moi j'ai pris plaisir à avoir cette image ici, là, de Google, que vous avez en page 2. Dans le premier modèle, sur son bureau, on a la photo de sa famille. Dans le deuxième modèle, la photo de sa famille, on l'a sur son ordinateur parce qu'il faut partir vite. Dans le troisième modèle, on n'a pas de photo de famille sur son bureau. Et regardez, là, on a plein de choses, en fait, qui me semblent sur le plan culturel intéressantes. On a ce jeune, là, au premier plan, 1, 2, 3, 4, 5 écrans. Caractéristique du modèle, on est toujours avec quelqu'un d'autre en même temps qu'on travaille. Ça, je vous propose ça d'appeler être polychrone. Polychrone. On fait coexister plusieurs temps sociaux en un seul espace physique. C'est-à-dire que dans ce type d'organisation, on est avec des gens à côté, mais toujours en lien avec d'autres personnes via le truchement des écrans. Et ça, alors, nous, on a la chance, là, ce matin, d'être en coprésence physique, mais votre business, la création de valeur, elle sera faite par des êtres polychrones. Quelqu'un de polychrone, c'est quelqu'un qui vit dans un temps simultané. Il est avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Ça, on en prend la mesure tous les jours. Qui fait la carrière dans ce type d'organisation? Être identifié très tôt, très jeune, par quelqu'un qui a une forte expertise et qui vous nomme talent. Et un talent, c'est quelqu'un d'excellent et de différent.
il est excellent, c'est-à-dire que, et attention, il a fait, hein, c'est pas un potentiel, il a fait. Et il a fait par d'autres chemins que les chemins du conventionnalisme. Il fait preuve d'originalité et l'organisation protège le talent. Alors ça, je suis certain que ça va être aussi pour nous un objet de réflexion ce matin. Vous êtes identifié comme quelqu'un d'original et la structure ne vous mange pas tout cru. Elle vous permet de continuer de faire naître un certain nombre d'idées que vous défendez. Dans ce modèle, la question « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse ?» n'est pas à poser. Parce qu'on affiche en toutes circonstances du sourire, de la bienveillance, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une culture d'entreprise ouverte. Alors, troisième caractéristique, et puis on va ouvrir le débat avec grand plaisir. Dans le premier modèle, on est salarié, la loyauté. Dans le deuxième modèle, on est toujours salarié, l'employabilité anglo-saxonne. Dans le troisième modèle type d'organisation, on est, si ça se passe bien, entrepreneur, innovateur, salarié et chef d'entreprise. L'entreprise met des billes dans votre business et se dit, si ça se passe bien, il y a un retour sur investissement. C'est le modèle de l'archipel. C'est le modèle des ponts, des liens, des correspondances que vous faites entre des mondes sociaux. Et tout d'un coup, vous avez plus une activité professionnelle. Si ça se passe bien, vous en avez 2 ou 3. Et également 2 ou 3 sources de revenus. Je pense que toutes les grandes et belles organisations vivent cette transformation-là. C'est le centre du management interculturel pour vous. Et je voulais poser en introduction un peu ce cadrage, parce que je pense que derrière ce que l'on observe, c'est l'histoire des peuples qui résonne. Premier modèle de la loyauté à la française. Deuxième modèle, employabilité à l'anglo-saxonne, le mot fort du contrat. Troisième modèle, peut-être, approche plus consensuelle. Et dans le livre de Philippe Diribarne, La logique de l'honneur, il étudie la Hollande et il nous dit quel est le plus grand péril de ce pays. Alors il nous laisse réfléchir parce qu'il nous dit dans l'histoire de toute nation, il y a un grand péril. Ben oui, c'est l'envahissement des eaux. Et si les Hollandais sont si soucieux de partager la prise de décision, de faire parler chacun en prenant la mesure en fait d'un ordre du jour, c'est peut-être parce que dans l'histoire du pays, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la culture et qui a fait qu'on fonctionne comme ça. Dernière remarque, je pense que le troisième modèle, il est transculturel. C'est-à-dire que la carrière s'y vit comme une épopée et on dépasse les États-nations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression d'être plus puissant encore que des entreprises qui sont supposées représenter un pays. Et alors ça va nous amener à cette belle question. Y a-t-il dans le parcours de Sapna, dans le parcours de Bertrand, dans mon parcours, quelque chose des racines et des ailes? Voilà Didier. En quelques mots. Merci. Très bien. On a parlé de Dakar, moi je propose qu'on aille au Mali. C'est là où Sapna a vécu quelques années et je propose que tu nous expliques un peu toi comment tu as vécu justement la dimension interculturelle, la compréhension et l'intégration dans des univers qui étaient finalement très différents des tiens. Oui, bon, écoute. Alors, pour revenir à ce que disait Philippe, je pense que j'ai vécu les différences interculturelles à plusieurs niveaux. Déjà en Inde, quand je suis passée d'une région où j'ai grandi à une autre région pour mes études, c'est vrai qu'on parlait une autre langue, c'est pas la même écriture, c'est pas les mêmes fêtes, c'est pas les mêmes, c'est même pas les mêmes rituels quand on se réveille le matin, en fait. Donc voilà. Et dans cette région qui est dans le sud de l'Inde, Tamil Nadu, voilà, les femmes, elles mettent des dessins en dehors de chez eux. Moi, je connaissais pas ça. Bon, après, quand j'étais petite, donc du coup, je trouvais ça fascinant parce qu'après, ils décoraient ça avec des couleurs, donc j'ai appris à le faire. Je pense que quand on est petit, on intègre, tout est fluide en même temps. Voilà, donc on intègre, donc on apprend la langue sans se poser des questions. On commence à fêter leur fête aussi, sans se poser des questions. Le deuxième choc, peut-être effectivement le premier choc culturel entre guillemets, c'était quand je suis arrivée en France. C'est normal, tout le monde s'attend à avoir des différences entre l'Inde et la France. Ce qui était pas forcément attendu, c'était le fait que je me suis rendu compte qu'en fait la France, les gens portaient un certain regard de l'Inde. Donc je me suis retrouvée à devoir défendre, entre guillemets, ce qui pouvait être des idées préconçues ou parfois des préjugés ou des idées sur les femmes, par exemple. Voilà, je sais pas, c'est
ah oui, c'est vrai que les femmes indiennes, c'est gentil, vous êtes douces. C'est bon. Voilà. Donc on est amené à devoir défendre, mais aussi on apprend, par exemple, là où il y avait des différences, là on commence à changer aussi quand on se rend compte, finalement oui, on commence à porter un regard très critique vis-à-vis de là où on vient aussi. Donc c'est là ce qui est intéressant, par exemple. Une chose ce qui était étonnée, c'est que quand je suis en France, je pense que ça c'est vraiment lié aux croyances. Parce qu'on est quand même, on est spirituel, on nous apprend toujours qu'on ne contrôle rien, c'est le destin, c'est le karma, voilà. Donc quand je suis en France, j'avais l'impression que tout dépendait de moi, en fait. Ma réussite, mon échec, ma vie, c'était à moi de construire comme je voulais. Donc, on se dit, waouh, ça ouvre tout un champ possible. C'est vrai que je me suis posé cette question-là, mais du coup, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, en fait? Et je ne m'étais vraiment jamais posé cette question-là aussi consciemment. Alors qu'en même temps, pendant les mêmes périodes où je me posais cette question, quand je rentrais en Inde, à nouveau, j'entends des remarques, voilà, c'est dans la conversation quotidienne. On dit, c'est bon Dieu Krishna qui a décidé, ou Shiva, si Shiva est décidé, ça va se passer, quoi. Donc, du coup, je me dis, ah oui, c'est vrai, finalement. Donc, finalement, ça enlève un peu de pression. Voilà, donc, j'ai passé un peu entre ces deux-là. Bon, après, on évolue aussi, en fait, on se rend compte. Donc, on critique les deux. Donc, on a un peu ce regard critique vis-à-vis des deux cultures. Après, là, je pense que là aussi, je parlais beaucoup des modèles de loyauté organisationnelle, plusieurs niveaux. C'est vrai que quand je suis arrivée en France, c'était pas pour faire une école de commerce, mais comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai fait un échange universitaire. Et j'avais postulé à l'époque pour des stages en entreprise. J'ai pas de retour du tout, mais j'ai pas compris pourquoi. Et voilà, après j'ai commencé à rencontrer, je sais pas, des conseillères d'orientation, voilà, et pour comprendre. Et j'ai vite appris que finalement, pour entrer dans le monde de l'entreprise en France, c'est pas l'université finalement qu'il faut faire. Il faut plutôt faire une école de commerce. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Donc, du coup, j'ai passé les concours, j'ai passé un processus pour entrer dans l'école de commerce. Et ce qui est incroyable, c'est le changement de regard des autres vis-à-vis de moi. Parce que je suis passée, alors c'est vrai, quand je disais que j'étais à l'université, je pense que ça impressionnait personne. Et puis c'était normal, quoi. Et quand je suis passée à l'école de commerce, ah bon? Laquelle? Et puis voilà, tout de suite c'était un autre regard. Et vraiment, je me suis dit, mais moi, j'ai pas changé, hein, pourtant. Je suis la même personne, j'ai juste passé quelques examens, des entretiens. Et donc, ça, c'était intéressant de voir le regard. Et voilà, je pensais comprendre un peu la culture élitiste, je pense, française, dont on parle en tant que non-français, en fait, en tout cas à l'étranger. Et c'était pareil quand j'ai intégré L'Oréal. Comme je disais, voilà, c'était. L'aura de L'Oréal est vraiment en France, je pense, beaucoup plus dans d'autres pays. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez là. En tout cas, moi, j'ai l'impression que l'aura de L'Oréal en France est beaucoup plus élevée que dans d'autres pays. En tout cas, quand on entre chez L'Oréal, voilà, on ne le quitte pas. Voilà, c'est pour la vie. Et, voilà. Et c'est aussi le regard des autres qui change, en fait, ce qui était intéressant par rapport à ça. Et j'ai eu quand même un choc culturel à nouveau chez L'Oréal. C'était aussi la culture d'entreprise de L'Oréal qui, grâce au séminaire que j'avais fait à l'époque qui s'appelait Kiss to France, je ne sais pas si ça existe toujours, en tout cas c'était une américaine qui était française et américaine qui avait fait ce séminaire-là qui expliquait que d'abord la culture dialectique qui s'est terminée par cette salle de la confrontation justement où et les différents niveaux, statut, cadre, non-cadre, tout ça on ne comprend pas forcément, même si j'avais vécu en France en fait. Donc ça, c'était un autre niveau de différence. Et pareil, après, je pense que quand j'ai changé de L'Oréal pour aller chez Sodexo où je suis, on ne s'attendait pas du tout. Pourtant, c'est deux entreprises françaises. Bon, il y a quand même des modèles organisationnels qui se ressemblent, mais en termes de la personne, du métier, je pense qu'il y a aussi une certaine culture d'entreprise qui est dérivée du métier qu'on fait finalement. Donc voilà, et culture finalement c'est un métier de service, alors que c'est une culture de produit. Et ça aussi, ça a des conséquences différentes en culture d'entreprise.
Voilà. Et je pense que voilà, finalement, on le dit à plusieurs niveaux, hein. Donc c'est pas que d'un pays à l'autre. Et évidemment, je pense que là où ça me touche le plus personnellement, c'est dans ma vie familiale. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'essaie d'élever un fils entre la culture indienne, norvégienne et française. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré mon conjoint, franchement, je me suis dit, bon, c'est bon, je pense que je connais l'Europe. C'est vrai que c'est différent de l'Asie, mais il y a quand même pas mal de similitudes et tout ça. Il ne faut surtout pas dire à un Norvégien qu'il est comme les Français. Voilà. Donc là aussi, c'est très différent. Et donc j'essaie de nouveau à apprendre. Finalement, il y a des codes, je dirais que c'est... je pense que ça dépend de chacun, mais une approche, je dirais, c'est finalement, pour moi, c'est une méthode interculturelle. C'est évident que j'ai été transformée par mes expériences. Je ne sais pas, aujourd'hui, quand parfois je parle français, des amis, ils pensent que j'ai grandi en France. Donc, dans ma façon de penser, quand je vais en Inde, effectivement, il y a des choses que je ne peux même pas partager avec les Indiens parce que je trouve que c'est trop compliqué à expliquer. On peut comprendre. Quoi. Voilà. Donc, on se transforme finalement. Je pense que c'est comme ça qu'on peut vivre aussi à long terme parce que je pense que ceux qui ne se transforment pas, je pense qu'effectivement, ils restent beaucoup entre eux. Il y a aussi des communautés, finalement, même en France, d'Indiens, où voilà, peut-être l'assimilation est moins forte. Mais je pense qu'on apprend beaucoup. Mais même si, effectivement, en termes de génération, moi, je fais partie de Gen X, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je me ressens... Oui. Mais j'ai l'impression que, en termes de culture d'entreprise, j'ai des attentes d'un Gen Y. Voilà, parce que c'est vrai que je suis plutôt dans le modèle où peut-être, voilà, je suis déjà en train de dire tout à fait envisageable d'avoir plusieurs carrières. Voilà, peut-être pourquoi partager mon temps entre plusieurs entreprises, plusieurs métiers. Voilà, et déjà, je fais du télétravail et je me suis très vite adaptée à ça. Et voilà, donc je pense que voilà, on adapte beaucoup, mais en même temps, on est conscient aussi des différences. En fait, je le vois en fait au quotidien et je vois que cet attachement à des valeurs qui sont finalement très très profondes en fait, liées à notre éducation, comme tu disais, à nos racines aussi, voilà, et une philosophie de vie qui est différente aussi. Je suis, mais moi, je suis rentré chez L'Oréal pour une rencontre. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça. En fait, la rencontre, c'était, vous l'avez peut-être connu, certains Philippe Vadon. Oui. Philippe Vadon, en fait, moi, j'étais entre mes 2 années de MBA aux États-Unis, j'étais chercher un stage au départ, et donc j'avais prévu d'aller au Japon pour trouver un stage dans une entreprise. J'avais 7 ou 8 rendez-vous, et j'ai vu Philippe Vadon qui a passé 2 heures avec moi, et puis il m'a dit, mais il faut qu'on se revoie après. Parce que j'avais un autre rendez-vous, on se revoit le soir, il m'a emmené dans un restaurant et j'ai découvert un homme fabuleux qui faisait de la peinture, calligraphie japonaise et kanji japonais, qui s'intéressait véritablement à la culture, mais sans être complètement tatamisé, qui gardait aussi sa différence de français, etc. Et je me suis dit, mais c'est dans cette entreprise que je veux être. Et c'était marrant parce qu'à ce moment-là, il y avait toutes les boîtes américaines qui passaient sur le campus et je me suis dit, mais il n'y a qu'une entreprise dans laquelle je veux rentrer, cette tribu, ce village gaulois qui est L'Oréal. Et effectivement, ensuite, on adopte un peu les codes de la tribu, avec toutes les difficultés que ça représente quand on en sort, parce que du coup, on n'a plus le soutien qu'on avait l'habitude d'avoir. Juste quand Sapna parlait de sa différence, en fait, j'ai eu la chance, avant de partir par exemple en Suède, j'ai été patron de pays en Suède pendant 5 ans, et il y avait à ce moment-là, je ne sais pas si ça se fait toujours chez L'Oréal, mais il y avait une sorte de modèle d'interculturalité qui était fait par un consultant qui s'appelait TMA, et qui avait une grille de lecture alors sur 3 grands axes et sur 9 critères en fait. Et donc ça allait de power distance, enfin en gros est-ce que les gens voient ça de façon hiérarchique ou au contraire très plat, hiérarchique versus plat, versus la notion du temps linéaire versus circulaire, etc. Et ils ont une base de données qui est très large, donc ils peuvent vous mettre un pays, globalement où est le pays, globalement faire des comparaisons entre pays, et également votre propre style. Et donc moi, quand j'ai regardé d'abord, j'ai fait le scrolling parce qu'on avait l'outil, donc j'ai fait France versus Suède. Donc sur les 9 critères, et c'est très visuel, donc il y a soit des feux rouges, des feux oranges ou des feux verts. Et entre les Français et les Suédois, donc sur les 9, il y avait 7 feux rouges, un feu vert, un feu orange. Et après, par
juste par fun, j'ai regardé Chine versus Suède. Il y avait 6 feux rouges, donc quelque part les Chinois et les Suédois étaient censés être plus proches que les Français et les Suédois. Enfin, visiblement, la première chose, c'était qu'on était assez différents. Moi, ensuite, j'ai fait mon profil, parce qu'on répond à des tas de questions, la façon dont on travaille, la façon dont on regarde l'avenir, nos croyances, etc., nos attitudes. Et moi, j'avais, en fait, sur les notes, j'avais 6 feux verts, 2 feux orange et 1 feu rouge. Ce qui veut dire que, fondamentalement, j'étais beaucoup plus proche, entre guillemets, de la moyenne suédoise ou scandinave que... Et en fait, c'est vrai qu'on est à la fois, en fait, quand on est expatrié dans un pays, on est à la fois l'ambassadeur de la société, c'est-à-dire qu'on communique les valeurs de la société, parce que la conclusion de ce que je vais dire, c'est que finalement, on se retrouve autour d'une communauté de valeurs, pour revenir à la question de Michaela, est-ce qu'on est multiculturel, monoculturel, etc. Mais finalement, ce sont des sociétés, et on le voit dans tout l'argent que dépensent les sociétés sur l'employer branding, etc. C'est finalement pour créer cette communauté de valeurs. Et c'est vrai que le rôle du dirigeant à ce moment-là, c'est une certaine exemplarité, c'est-à-dire évidemment on est censé porter et incarner ces valeurs. Mais fondamentalement, c'est ça qu'on cherche à faire. Alors il y a des choses, parfois on est très rassuré. Moi la première chose, mon premier comité de direction, j'ai présenté ce truc-là. Donc, ce qui était pour eux un peu étonnant, parce qu'effectivement le français, homme, ça fait forcément assez macho, arrogant, etc. Il va nous dire ce qu'il veut faire. Et ma DRH à l'époque m'avait cité une étude de Time Magazine qui avait daté un peu, parce qu'elle datait de 2006. Moi j'étais arrivé en 2008. Et à la question « Should the boss have all the answers ?» Est-ce que le patron est censé avoir la réponse? Est-ce que ça pense que le patron sache ce qu'il faut faire? Alors, en France, ça vient un peu derrière la Russie et la Chine, mais en France, 63% disent « Oui, le patron nous guide vers la solution ». Et alors, la bonne nouvelle, c'était qu'en Suède, c'était le pays le plus bas, où simplement 7% des gens s'attendaient sur le patron et ils ont quelques idées sur ce qu'il faut faire. J'ai trouvé ça extrêmement rassurant, finalement, vu le peu d'attente que je devais avoir sur ce que j'allais apporter. Et puis donc j'allais réussir. Alors effectivement, il faut quand même l'interculturalité, parce qu'il y a beaucoup de poncifs sur l'interculturalité, de comprendre l'autre, etc. Mais on a tous, je pense, en tête des gens qui sont complètement culturellement insensibles, mais qui réussissent très bien. Des gens qui refusent de s'intégrer, mais qui, par une magie de l'esprit, juste ont un charisme, etc., et qui réussissent très bien dans des cultures pas forcément faciles. Je pense quand même qu'on gagne du temps à éviter certains écueils, parce que fondamentalement, le rôle du dirigeant, c'est avec l'équipe. Alors, effectivement, la Suède est plutôt dans le modèle hollandais, donc d'abord on passe du temps à trouver la direction, et ensuite on gagne du temps parce qu'on implémente. Typiquement, la réforme des retraites, dont on parle en France, on ne fait jamais, depuis 30 ans. En Suède, dans les années 90, ils se sont posé la question. Ils ont quand même mis 10 ans à se mettre d'accord, mais depuis les années 2000, ils ont un surplus de budget, parce qu'ils ont toujours dit à un moment donné, il y aura un problème de population, etc. Donc il ne faut pas qu'on soit à 3% de déficit, mais en positif, donc ils ont 1% de budget en plus. Et puis la pension des retraites, en fait, les adaptations sont positives. Ils savent qu'ils vont devoir à un moment donné débourser plus, puisque la population vieillissant. Donc en fait, c'est vrai que par rapport au modèle français, où le patron dit ça va dans la chaîne, à un moment donné, c'est dans une salle de réunion, le patron dit on va faire ça. La moitié pense c'est une connerie, ne le dit pas. L'autre moitié dit c'est génial, et puis il va se rendre compte que c'est pas si facile. Ensuite, on va se revoir, on va se rendre compte que ça n'a pas avancé comme prévu. Ah oui, j'ai pas eu le temps, etc. Et puis finalement, on est au bout d'un an, on n'a toujours pas lancé le projet d'ouvrir une boutique, le projet de lancer une nouvelle catégorie, etc. Alors qu'en Suède, c'est vrai qu'on perd pas mal de temps au début. Parce que les gens ne s'expriment pas forcément en réunion, donc il y a aussi un peu de one-to-one à faire en amont. Donc ça, c'est des choses qu'on découvre un peu avec le temps. Mais une fois qu'on a vraiment pris la sensibilité de chacun, laissé l'opportunité d'une discussion, voire de plusieurs réunions, parce qu'il y a un peu la réunionnite aussi, et aussi la capacité à trancher en disant maintenant on fait, après c'est beaucoup plus efficace. Je prends l'exemple du pays, mais c'est aussi valable dans la vie des affaires. Alors justement, les pitfalls à éviter, c'est par exemple, il y avait la fameuse réunion qui est assez connue en Suède, au moment de la fusion qui était prévue entre Volvo et Renault. Il y avait donc Louis Schweitzer et Per Gyllenhammar, qui était à l'époque le patron de Volvo, s'étaient mis d'accord sur le fait que ça faisait beaucoup de sens que Renault et Volvo se mettent ensemble, non seulement pour la partie
trucks, enfin camions, qui s'est finalement réalisé, mais aussi pour la partie véhicules passagers. Et donc, bon, il y a une grosse réunion à Göteborg, il y a au siège de Volvo, les Français. C'était déjà, au bout de 8 mois de discussion au niveau du top management, etc. Donc là, c'était déjà le deuxième niveau, il y avait 50 personnes dans la salle, je pense à peu près, enfin, entre 50 et 100, moitié suédois, moitié français. Et donc, retour de réunion, les Français, c'est génial, on a pu dire tout ce qu'on voulait, ils nous ont écoutés, etc. Et les Suédois en disant c'est catastrophique, enfin on n'a rien pu dire, et c'était clairement non. C'est vrai que la façon de dire non, juste la façon de dire non dans un pays, je trouve qu'elle est assez... enfin, il y a toujours le truc dont j'avais montré ça aussi en réunion dans ce premier comité de direction, j'avais pris un peu soin de préparer, c'était comment dire non dans les différentes cultures. Donc en Allemagne, Michaela sait bien, c'est je ne suis pas d'accord, on dit les choses. En France, ça sera bof, enfin en gros, on va voir, on va laisser décanter les choses pour savoir de quel côté on va se positionner. Au Japon, ça sera je suis d'accord. En Finlande, ça sera un grand silence. Et puis en Suède, ça sera on va faire une autre réunion, ce qui veut dire déjà que vous n'avez pas réussi à convaincre. Donc effectivement, il faut quelque part, le rôle du dirigeant, je pense, c'est de mettre en confiance l'organisation et d'avoir des résultats assez rapidement. Et ensuite, beaucoup du rôle du dirigeant, c'est de communiquer sur ses premières victoires pour donner confiance d'aller plus loin. Et dans cette histoire de confiance, c'est vrai qu'on peut envoyer certains signaux. Alors chacun a sa stratégie. Moi, je suis plutôt dans un modèle, enfin culturellement, ayant étudié aux États-Unis, plutôt dans un modèle anglo-saxon, donc plutôt assez flat. Et j'avais trouvé, par exemple, qu'il y avait une tradition qui était une tradition qui est assez forte, qui s'appelle le glögg, c'est-à-dire le petit vin chaud d'hiver qu'on a début décembre, parce que tout le monde se reçoit en fait début décembre. Et je m'étais dit, mais finalement, j'ai la chance en tant qu'expat d'avoir une grande maison, etc. Pourquoi pas inviter les gens de la filiale pour un glögg. Et effectivement, ça avait un peu cassé les barrières, c'est-à-dire, oui, il ouvre, il ne se met pas au-dessus de la mêlée. Il faut savoir que dans l'éducation des Suédois et des Scandinaves en général, il y a ce côté, il y a un mot qui est intraduisible, qui s'appelle lagom. Lagom, ça veut dire, et ça a été théorisé dans une loi qui s'appelle la loi de Jenteloven, qui dit, en gros, qu'il ne faut pas se mettre au-dessus des autres. Ça, c'est mal vu d'essayer d'être au-dessus des autres, contrairement au côté français. Tout le monde est égal. Et le fait d'ouvrir sa maison, de préparer le glögg, c'était les enfants qui avaient préparé, qui avaient fait les petits gâteaux de Noël et peut-être pas peut-être, ça avait donné tout de suite un ton différent de ce que c'était avant. Avant, c'était Jean-Claude Sel, qui était très acculturel en même temps, et qui était aussi, qui maintenait une certaine distance. Alors effectivement, après, il faut aussi garder sa capacité de décision. L'idée, c'est pas de se devenir tétanisé, clairement. Mais c'est vraiment ça, c'est la co-construction du modèle, parce que fondamentalement, ils connaissent quand même leur métier. Ensuite, chacun est différent. Moi, je ne suis pas un Français typique, la preuve de mon prisme. En Suède, il y a énormément d'Irakiens, Somaliens, etc. Donc forcément, on en a dans nos équipes. Donc la diversité est source de richesse, c'est une évidence. Et du coup, tout le travail que fait l'horaire. Et c'est vrai que le travail autour des valeurs, je pense que c'est vraiment le travail qui est un travail important. Et ensuite, s'assurer que les recrutements qu'on fait, la façon dont on manage au jour le jour, soit cohérent avec cette façon un peu moderne. Mais effectivement, je veux dire, dans les recrutements, typiquement, une des premières questions, c'était le home office. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la capacité à rentrer à 5 heures chez moi, c'est très important pour les femmes, de récupérer mes enfants parce que c'est à 5 heures, on mange à 6 heures et je me reconnecte à partir de 9 heures du soir. Exactement. Et c'est vrai. De 9h à 11h, je recevais des mails, alors que pour moi c'était clair, moi je restais plutôt jusqu'à 8h, parce que j'avais des paris entre 7 et 8, etc. Mais j'ai dû expliquer pourquoi je restais tard, parce que les gens au début me présupposaient que je répondais à ce qu'ils restent tard. J'ai dit non, c'est pas le sujet. Je reste tard parce que moi, c'est ma façon de travailler, et quand je rentre à la maison, je ne veux plus ouvrir. Mais vous êtes différents. Certains sont différents. Donc la communication, je pense aussi, est très importante, parce qu'il y a tellement d'idées préconçues. Enfin, il y en a plein dans la salle, entre Guilain, Laurent, Jean-Baptiste, qui peuvent en parler. Et juste sur les 3 mois, 3 ans, 30 ans, il y en a un qui bat tout ça, c'est Michel Forger. T'es resté combien de temps, Michel? C'est une exception qui ne confirme pas la règle. C'était combien d'années pour toi? 40. 40. Comme quoi Bravo. Dans ton cas. Sans expatriation. Et sans expatriation. En France. En France. Ouais.